Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En tant que président de l'université Claude Bernard, je suis très honoré, et nous sommes tous très honorés, de pouvoir accueillir ce soir le professeur Axel Kahn, donc, qui est un médecin, qui est généticien et qui est aussi le président de l'université Paris-Descartes. Alors pour quelques jours, Axel, hein, tu m'as dit, encore. Et donc, qui va introduire cette conférence, donc, qui est intitulée, comme vous le voyez, la crise est-elle avant tout celle du progrès? C'est effectivement une vraie question. Donc son propos sera important, et ce qui sera le plus important, c'est le débat qui va en suivre, parce que c'est bien de ce débat que certaines réponses seront apportées à cette question, qui est une question fondamentale parce qu'elle inclut un problème qui est celui de l'avenir, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, et je crois que cela mérite effectivement qu'il puisse y avoir un débat de haute qualité sur ce point. Axel, je te remercie et je te laisse la parole. Monsieur le Président et cher Alain, chers collègues, vous êtes nombreux. Introductif avant. Camper oui, c'est pas grave. Camper le débat. Ah bon, alors effectivement, un petit point introductif par notre journaliste animateur voilà, pour de cette justement soirée. lancer le débat. Alors d'abord, acteur de l'économie. Denis l'a fait. Acteur de Je ne sais l'économie. pas s'il l'a fait, mais il va bientôt le faire. Je vais essayer. Acteur de l'économie, donc, est très heureux d'associer l'université Claude Bernard Lyon au cycle de conférences que nous organisons depuis hier et jusqu'à demain, dans le cadre de la publication du livre Tout un programme, qui est une somme de 23 entretiens avec des philosophes, des historiens, des sociologues, des économistes, des scientifiques ou des écrivains qui nous éclairent sur l'état de notre société et sur les manières de l'envisager autrement. 23 personnalités, parmi lesquelles, bien sûr, figure notre invité de ce soir, Axel Kahn. J'en profite pour remercier nos partenaires, outre l'université, le groupe Grande Thornton, Amalia, la région Rhône-Alpes et le groupe Agrica. Alors, nos sociétés sont en crise. La crise du progrès en constitue l'une des facettes. Ainsi, dans une tribune expliquant cet automne les raisons de son soutien à la candidate aux primaires socialistes Martine Aubry, Axel Kahn faisait confluer vers le progrès à la fois l'origine et le remède du mal, protéiforme, disséminé, contagieux, que l'on dénomme confortablement crise. C'est donc notre société occidentale est en crise, c'est bien parce qu'elle a peu à peu vidé le progrès de sa finalité humaniste, universelle, désintéressée, préférant l'assujettir à des perspectives ou à des conditions purement marchandes, à des desseins intoxiqués par la dictature quantitative du toujours plus et de l'avidité. Comme le détaille de son côté le journaliste Jean-Claude Guilbault, l'idéologie de la course au profit a arraisonné la science, c'est-à-dire qu'elle a aliéné le progrès scientifique au point de le démolir. Autrefois, je le cite, toute découverte scientifique était généreusement partagée avec l'humanité entière. Ainsi, aspirine ou pénicilline ont sauvé sans qu'aucune barrière géographique ou financière n'entrave leur administration. Aujourd'hui, toute découverte de ce type fait l'objet d'un brevet, est privatisée et marchandée. Les programmes de recherche sont désormais étudiés en fonction des perspectives de profit et non pas de la connaissance académique ou de l'intérêt de l'homme et de son environnement. Résultat, il est plus aisé de trouver des financements à la fabrication du Viagra qu'à celle de médicaments appelés à éradiquer la rougeole en Afrique. La solvabilité des septuagénaires américains est nettement supérieure à celle des patients de Rwanda. Dès lors, on peut se demander si la science est fidèle à ses propres promesses, à ses propres principes, conclut l'écrivain. C'est donc bien dans une course-poursuite en faveur de ses propres intérêts mercantiles, voire cupides, que le progrès semble engagé. Sa vocation de favoriser l'accès à la connaissance, à l'épanouissement, à l'autonomie, à la liberté partagée des individus est relégué. Son dessein de faire croître une maîtrise technologique et donc une puissance collective dévolue à l'amélioration équitable des conditions d'existence de l'homme comme de la nature semble marginalisé. Le progrès est aujourd'hui de plus en plus dépourvu de sens. Plus exactement, aspiré par un phénomène d'amplification autocatalytique, ainsi défini par Axel Kahn, il a pour but le contentement endogène et exclusif de son propre développement,
de sa seule prospérité. Ce qui, à l'origine, était le levier d'un dessein a cessé de l'être. La société a égaré l'idée de sa finalité propre, résume notre invité. Une dérive qui a pour manifestation extraordinairement dangereuse l'irruption d'un nouveau paradigme. Les capacités des technologies ont commencé de dépasser celles de l'intelligence humaine à les comprendre et à les maîtriser. Pour preuve, illustre le président du Conseil économique, social et environnemental, Jean-Paul Delevoye, qui sera là également demain soir, les mécanismes de la finance internationale qui ont échappé à ceux-là même censés les contrôler, ou encore la génétique et les OGM si complexes qu'il est impossible de s'accorder sur leurs vertus et leurs dangers. L'enjeu, estime-t-il, est donc d'assurer à l'individu de redevenir seul pilote de l'outil technologique, ce qui signifie au-delà le doter des moyens de comprendre, de décider, c'est-à-dire d'être responsable. La société de consommation a fait le choix regrettable de ne pas compenser l'appétence consumériste à satisfaire par la construction de convictions et de personnalités. La capacité de s'opposer, de faire un choix et le sens de l'interdit ont été négligés. L'individu n'a jamais été autant prisonnier d'informations et d'émotions fabriquées par d'autres. Il est urgent de corriger cette dérive, conclut l'ancien médiateur de la République. Parmi les démonstrations éloquentes de cette dérive, on peut citer par exemple la neuroéconomie. Cette science a pour objet de mieux saisir les fonctionnalités du cerveau et afin d'anticiper davantage les attentes et les comportements, notamment consommateurs de l'individu, et alors donc de mieux sensibiliser, orienter, bref, manipuler ce dernier. En d'autres termes, comment assujettir la volonté d'autrui, prendre l'ascendant sur l'individu, asservir son autonomie et sa liberté à des mécanismes marchands, in fine devenir son maître et ériger une tyrannie. Nous sommes là face à un cas typique d'utilisation immorale et non éthique de la science, déplore Axel Kahn. C'est donc bien parce que sa substantifique moelle, sa vocation humaniste, se sont peu à peu évanouies que le progrès est en crise et concomitamment enflamme la crise de société. Le progrès n'est plus toujours synonyme de progrès humain. Pire, on vient de le voir, certaines de ces formes fomentent la déshumanisation de l'individu et celle de la société. L'utilité puis l'optimisme du progrès se sont évaporés, suscitant chez les citoyens jusqu'à la suspicion quant à sa nécessité. Comment expliquer alors qu'affranchis pourtant de tout spectre guerrier autour de leurs frontières, ce qui les distingue de leurs aïeux, les Français expriment une peur aussi aiguë de l'avenir et prophétisent pour leurs descendants des conditions d'existence en recul. Or, face à cette appréhension cruciale, face à cette santé sociale de la population, devant les nouvelles vulnérabilités et la propagation des inégalités et des injustices, que développe-t-on notamment? Des progrès technologiques aussi consommateurs d'argent, aussi futiles, aussi éphémères, par exemple que des voitures toujours plus rapides, des smartphones toujours plus performants, des piscines toujours plus chaudes, des avions et des paquebots toujours plus gigantesques qui emmènent toujours plus loin, des touristes parqués dans des clubs de vacances toujours plus indécents. L'enjeu est bien la réhabilitation du sens du progrès, un sens altruiste qui agrège la raison et la créativité humaine au profit de soi, de ses proches, de tous les autres, donc de l'humanité. L'enjeu est à l'inversion des paradigmes pour que la qualité étouffe le joug quantitatif, pour que l'horizon lointain mette au pas l'actuel diktat de l'immédiateté. L'enjeu est à la restauration d'un projet humaniste de société pour revitaliser la confiance en soi et mieux la porter vers l'autre, et donc pour assurer au progrès une reconnaissance, une mobilisation, une dynamique fertile. La question est de savoir s'il est encore temps. Merci. Eh bien, merci à Denis Lafay pour cette introduction qui, effectivement, rappelle un certain nombre de points pour lesquels nous essaierons peut-être d'apporter réponse, mais rien n'est moins sûr. Et aussi qui a bien posé le contexte que va pouvoir maintenant développer Axel Kahn. Donc Axel, cette fois-ci, je te passe la parole. Merci, je reprends. J'avais déjà dit, cher président, cher Alain Bonmartin, chers collègues, il y en a de très nombreux ici, chers collègues à cette tribune, mesdames et messieurs, chers amis. De fait, Denis Lafay a posé l'une des raisons d'être de cette conférence et de mon propos. Nous sommes dans une situation qui est très singulière. Pour la première fois depuis 3 siècles, quand on demande aux jeunes ou aux moins jeunes
s'ils pensent que leurs enfants ou leurs petits-enfants vivront mieux ou moins bien qu'eux. Je l'ai dit pour la première fois depuis 3 siècles au moins, ils sont une assez large majorité à dire qu'ils sont persuadés que leurs enfants ou leurs petits-enfants connaîtront un monde moins favorable, moins accueillant, plus dur, plus incertain que celui qui les attendait quand ils avaient leur âge. Et pour ce qui me concerne, c'est également ce dont je suis persuadé. Et quand on réfléchit à cela, on se rend compte qu'en très peu de temps, on a vu s'établir une conviction qui bat totalement en brèche les critères, les racines de l'optimisme du progrès, que je vais définir par quelques citations. Condorcet disait du progrès que c'était la route de l'humanité d'un pas ferme et sûr sur le chemin de la vérité, du bonheur et de la vertu. Sartre disait du progrès que c'était la notion d'une ascension continue vers un terme idéal, et le père Hugo encore le présentait comme le pas continu du genre humain. Le progrès, c'est cette notion selon laquelle la mobilisation de l'intelligence humaine, telle qu'elle s'exprime en particulier par l'usage de la rationalité scientifique, aboutit à des connaissances qui permettent de développer des techniques, des savoir-faire, qui sont à l'origine de percées commerciales, industrielles, dirions-nous aujourd'hui, et donc qui permettent d'accumuler des richesses. Ce progrès des connaissances, ce progrès technique, ce progrès économique, 3 progrès que l'on peut écrire avec des petits p, sont la garantie, la promesse certaine, avec des hauts et des bas certes, d'une amélioration du sort du genre humain. Sont la certitude que demain les conditions existeront pour que s'épanouissent plus aisément nos enfants et nos petits-enfants. C'est au nom de cet optimisme que notre monde a été créé. Cet optimisme, sous cette forme-là, le progrès pris dans cette définition-là, naît au premier jour du XVIIe siècle. Et pour faire simple, je vais en décrire tout à la fois la composition et les circonstances de la naissance à travers 3 citations. La première, nous la devons à Francis Bacon, qui est à la fois homme politique, chancelier d'Angleterre, philosophe, piètre expérimentateur, mais expérimentateur néanmoins. Et il nous dit ce qui pour nous est une évidence, mais qui n'avait jamais été pensé et énoncé comme cela. Il nous dit le savoir est pouvoir. Et quelques années après, l'on peut s'amuser à créer une citation combinée en y rajoutant une phrase de notre René Descartes national. Ça, c'est le progrès, ce sont les esprits. Le savoir est pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, quelques années après, encore, Blaise Pascal dira « Toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. » Vous rapprochez ces 3 citations, il s'ensuit que l'homme est de plus en plus savant, que cela va lui permettre d'être de plus en plus puissant et de se rendre avec une maîtrise accrue comme maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire de garantir le meilleur usage de la nature qui lui convient en fonction de ses desseins. Ce mécanisme du progrès est celui qui va fonder la société occidentale de progrès. En réalité, au XVIIe siècle, il y manque, pour parvenir à cet optimisme du progrès que j'écris avec un grand P, il y manque un élément dont les racines
viennent de l'Antiquité et de l'optimisme socratique, qui est l'idée selon laquelle la science en elle-même mène au bien, à la voie bonne. Et au XVIIIe siècle, le progrès va se définir comme la certitude que l'homme sera de plus en plus puissant, toute la suite des hommes étant comme un seul homme, etc. Et que cela va permettre effectivement de développer toute une série de nouveaux moyens pour améliorer le sort de nos semblables. En réalité, le progrès est un concept et un espoir sur la nature qui ne comporte pas d'anthropologie à proprement parler. Il n'y a dans le progrès aucun pari sur l'homme et il n'y a dans le progrès aucun dessein non plus. Aucun des pères du progrès, aucun des hommes et des femmes des Lumières à partir du XVIIIe siècle indique que le progrès doit être mobilisé dans un but particulier. Non, il y a la confiance que si on développe l'intelligence, les sciences, les connaissances, les techniques et la richesse, alors l'amélioration du sort de l'humanité est garantie. Et c'est cette certitude qui aujourd'hui est en crise. En réalité, cette certitude aurait pu être en crise dès le début du XXe siècle. Beaucoup font débuter le XXe siècle à la guerre de 14-18 et en particulier à la révolution bolchevique de 1917. Et là se passe un épisode qui permet immédiatement de toucher du doigt la naïveté de l'optimisme du progrès. Beaucoup d'entre vous connaissez cet épisode. C'est l'épisode d'un homme et d'une femme, de Fritz et de Clara Haber. Fritz Haber est un juif converti au protestantisme, un prussien, hautain, toutes les caractéristiques de cette société prussienne, un exceptionnel scientifique chimiste, avec les laboratoires privés BASF en particulier dans les années 1908-1909, il trouve le moyen de transformer l'azote gazeux de l'air en sel d'ammonium. C'est ce qui éclate à Toulouse, qui a éclaté à Toulouse avec les nitrates, mais avant que d'éclater, et le but principal des nitrates d'ammonium, c'est effectivement de servir d'engrais. Trouvaille remarquable, bienfaiteur de l'humanité, puisque cela devait permettre de multiplier par 2 ou par 3 les rendements des végétaux, et donc sans doute de sauver de la famine certaine des milliards d'individus. Il a le prix Nobel en 1918, c'est mérité. Fritz Haber est un criminel de guerre. C'est un patriote. Et donc il veut aider, comme tout patriote, au succès des armées centrales, avant tout de l'Allemagne, du Premier Reich. C'est lui qui supervise l'utilisation du gaz chlore sur le front d'Ypres en 1915. Puis ensuite, il développe le phosgène comme gaz de combat. Il dirige l'équipe, car il a été nommé chimiste en chef de l'armée allemande, qui synthétise l'hypérite, qui sera très largement utilisé. Et en 1918, il invente avec son équipe, à lui, le Zyklon B, qui sera développé, compte tenu des clauses du traité de Versailles, en tant qu'insecticide. Fritz Haber, bienfaiteur de l'humanité et criminel de guerre, dans les deux cas, c'est un grand scientifique. Le pouvoir de la science a évidemment cette ambivalence d'être mobilisé au profit ou au détriment. D'ailleurs, il faut bien imaginer qu'une mobilisation du pouvoir de la science uniquement au profit, jamais au détriment, serait l'apanage d'un être qui ne serait pas libre, puisqu'il serait programmé à n'utiliser son pouvoir que dans un sens donné. Or, nous revendiquons notre liberté. Dès lors que nous avons des pouvoirs,
nous nous posons la question de l'utilisation que nous voulons en faire. Fritz et Clara, au soir de l'épisode d'Ypres, des exploits de Fritz, elle reproche amèrement ce qu'il a fait à Fritz, ils se disputent. Fritz ne veut rien entendre, c'est un patriote. Il s'en va d'ailleurs, il s'en va au petit matin pour utiliser les gaz de combat sur le front russe. Et désespérée, Clara se saisit de son pistolet d'ordonnance, se tue. Elle sera trouvée par son fils baignant dans son sang au petit matin, Fritz étant déjà dans le train le conduisant vers la Russie. Fritz est elle aussi une chimiste de talent. Pour elle, la science, plus l'impératif kantien d'humanisme, de considérer l'humanité toujours également comme une fin en soi, l'amène à ne pas admettre que la science puisse être mobilisée uniquement pour développer le pouvoir guerrier. Deux visages de la science qui en font partie. En l'occurrence, mais je ne vais pas généraliser, un visage masculin et un visage féminin, Fritz et Clara. Au XVIIIe siècle, un autre élément fondamental survient, qu'il faut entrecroiser avec le progrès. C'est l'invention du libéralisme. Je vous ai dit que nos civilisations pouvaient être définies comme les civilisations occidentales du progrès. Civilisation occidentale libérale du progrès. Le libéralisme, lui, tout à fait à l'inverse du progrès, part petit 1 d'un pari anthropologique et de plus d'un pari anthropologique pessimiste. Le libéralisme fonde que, pour l'essentiel, l'être humain est un mammifère comme les autres qui poursuit son intérêt et la recherche de ses plaisirs simplement à l'aide d'une capacité mentale exceptionnelle. Le fondement du libéralisme, profondément, c'est cela. Il se définit par quelques citations fameuses, l'une environ 1750, que l'on doit à Bernard Mandeville. Les vices privés sont les vertus publiques. Cela veut dire que si l'on veut organiser la société, on ne peut pas l'organiser telle qu'elle n'est pas composée d'êtres qui seraient différents de ce qu'ils sont réellement. Si l'on veut organiser la société humaine de manière efficace, il faut prendre les gens tels qu'ils sont. Or, les gens, ils sont égoïstes, ils sont cupides, ils sont à la poursuite de leur intérêt et à la recherche de leur plaisir. Point barre. Le fondement du libéralisme, c'est cela. Mais les premiers tenants du libéralisme sont également des moralistes. Et donc, c'est de manière désolée qu'ils observent que l'homme n'est mu que par sa gloutonnerie et sa cupidité. Et ils se rendent bien compte qu'un système dont le seul moteur est la cupidité va entraîner des tensions considérables. Ces tensions qui sont liées à ce que le moteur du progrès libéral, c'est la compétition entre les individus et leurs entreprises, telles que les plus performantes l'emportent et que les autres disparaissent. Il y a des vainqueurs et des vaincus. Cela crée des inégalités. Mais l'excès des inégalités va choquer un autre élément fondamental de l'âme humaine, qui est l'aptitude symbolique à la pensée morale, une tendance à la solidarité. Et les premiers pères du libéralisme indiquent à quelles conditions l'organisation libérale de la société, de cet être fondamentalement glouton, peut néanmoins aboutir à la prospérité des nations, qui est le titre de l'ouvrage d'Adam Smith. C'est à la condition qu'à côté du libéralisme politique, économique, libre compétition entre les individus et les entreprises, qui vont aboutir à la prospérité des nations, comme mus par une main invisible. Vous connaissez tous, j'imagine, ces références. Il y ait l'organisation du libéralisme politique qui permettra
l'expression de ce qu'il y a d'intolérable dans l'excès des inégalités engendrées par le mécanisme de la compétition libérale et permettra par conséquent en permanence de les corriger. Le fondement du libéralisme est une anthropologie pessimiste, adossée néanmoins à une exigence morale qui crée les conditions pour que cette malheureuse nature mauvaise de l'homme néanmoins soit compatible avec l'organisation d'une société qui atteint la prospérité des nations et dont bénéficie chacun. Au XIXe siècle, l'intervention de la puissance publique se développe, car on se rend compte très rapidement, et tous les économistes le savent, que la libre compétition n'aboutit nullement au maintien de la concurrence, mais aboutit immanquablement au monopole. Car si tous les moins bons disparaissent les uns après les autres, eh bien seul le meilleur persiste et il n'y a plus de concurrence. Et tout ce qui est basé sur cette concurrence, dont la vertu est connue, si tu veux, dit Adam Smith, que les citoyens aient du bon pain, n'agis pas comme un moraliste qui va enjoindre au boulanger d'améliorer la facture du pain. Mets-les en concurrence. Ceux qui font du bon pain auront des clients, les autres disparaîtront et la qualité de la panification en sera améliorée. C'est ça l'idée du libéralisme. À une condition, évidemment, c'est qu'il y ait de la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, en effet, le monopole n'a plus aucun intérêt pour gagner de l'argent à faire du bon pain. Plus aucun intérêt. Un troisième phénomène qui, en fait, je n'ai pas le temps, c'est un de mes sujets d'études principaux à l'heure actuelle, je vais écrire un livre sur le sujet. Un troisième élément qui vient des origines, qui est le pouvoir et le rôle spécifique de l'argent. Pour les pères du libéralisme, Mandeville, Adam Smith, surtout Montesquieu, Ricardo, il importe absolument que la contrepartie numéraire des biens créés par les entreprises ne soit que le moyen du doux commerce et ne soit jamais sa finalité. Cela est très bien exprimé, mais en réalité, depuis le Moyen-Âge, au moins peut-être même avant, il y a des grands courants de financiarisation qui parcourent le monde. Tout le monde se rappelle des banquiers juifs, des banquiers florentins, des banquiers lombards, qui n'étaient pas sans observer le pouvoir que donnait uniquement l'outil financier. Au XIXe siècle, le développement du libéralisme ajoute un élément fondamental qui est ce besoin de l'investissement et du numéraire aboutit à ce que la bonne gestion des entreprises soit de ne jamais réinvestir soi-même pour l'essentiel l'argent que l'on développe à partir de ses affaires, mais essayer de développer le flux des capitaux, d'emprunter sur le marché des capitaux, et ainsi de stimuler les affaires, d'engendrer de la valeur, comme on dit, des richesses. La financiarisation se développe au XVIIIe, au XXe siècle en reprenant cette base, de telle sorte que ce moyen du doux commerce, de plus en plus, devient un élément tout à fait fondamental de l'objet même du libéralisme. Vous vous rappelez de la spéculation de l'eau, qui est typiquement une spéculation financière, bien entendu. Ce pouvoir de la finance aboutit, sous Keynes, au XXe siècle, aboutit à ce que le désir de faire en sorte que le régulateur public, d'une part, règle le jeu permettant le maintien de la concurrence, évite le monopole, que d'autre part, il permette de réparer les injustices, indique que ce pouvoir public, cet intérêt collectif, doit utiliser l'outil financier pour parvenir à ses fins qui sont d'agir dans le sens du bien public. Tout le keynésianisme, c'est profondément cela. Agir sur la finance en fonction d'un projet que l'on a, un projet de bien public que l'on a. Ce qui est considéré comme l'échec de Keynes aboutit à ce que se développe très ardemment deux écoles économiques. L'une est l'école de Vienne, dont
Georg Hayek, qui est le grand nom. L'autre est l'école de Chicago, dont évidemment Milton Friedman est le grand nom. La première travaille particulièrement sur l'aspect de la financiarisation de l'économie. Le deuxième travaille sur une totale refonte de l'idée libérale, prenant appui sur l'échec supposé de Keynes pour indiquer que l'intervention du public, la finalité du public, le bien collectif à travers la politique publique sont en réalité des freins à l'évolution des affaires et que le marché peut se réguler lui-même. C'est en fait une théorie qui donne ses lettres de noblesse, qui permet d'enraciner ce que l'on va appeler le néolibéralisme, très différent de la doctrine originelle. Pourquoi très différent? Très différent parce que vous auriez dit à Milton Friedman, vous auriez dit à Bernard Mandeville, vous auriez dit à Montesquieu, vous auriez dit à Ricardo que les marchés s'autorégulaient et que l'on pouvait progressivement, totalement annihiler toute démarche publique déterminant ce qui permettait à la société libérale d'aboutir à la prospérité des nations. Ils auraient levé les bras au ciel, car très tôt, ils s'étaient rendus compte que c'était impossible. Pour quelle raison c'est impossible? C'est que pour que les vices privés fassent les vertus publiques, pour que la gloutonnerie individuelle aboutisse à une société dont tout le monde profite, il y a une condition, c'est qu'il faut un régulateur qui ne soit pas lui-même mu par la gloutonnerie. Or, cette théorie a mis à la place du régulateur public le régulateur des marchés, dont la totalité de la démarche est effectivement la cupidité et la gloutonnerie. La cupidité et la gloutonnerie règlent un système qui lui-même est menacé d'aboutir à des déséquilibres du fait de la nature humaine supposée de la théorie libérale, c'est anthropologie pessimiste. On ajoute à cela deux éléments fondamentaux qui remettent profondément en question l'optimisme des pères du libéralisme. Le premier, évidemment, c'est la chute du communisme qui amène à ce qu'une certaine réserve de l'autre camp tombe. Et la seconde, c'est à travers un développement de la mondialisation et à travers surtout le fait que le plus dynamique de tous les capitalismes, de tous les libéralismes, se développe dans un pays non démocratique, sans libéralisme politique, on fait l'expérience pour la première fois d'une dissociation entre le libéralisme économique et l'absence de libéralisme politique. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès du libéralisme jusqu'à présent, qui est la capacité d'autorégulation, est battu en brèche. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous nous trouvons devant un système où une économie qui a totalement perdu l'idée de sa finalité, qui a totalement perdu la notion du bien public, aboutit à une démarche amenant à considérer que la prospérité des nations, qui est aussi l'un des buts du progrès, ne sera plus la garantie d'une amélioration du sort de nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle l'on peut vraiment affirmer qu'il y a une relation étroite entre la crise et une nouvelle conception du progrès, et que la crise est au départ, à l'arrivée, et en germe aussi une crise du progrès. Et on peut également avancer que toute solution pour essayer d'être plus optimiste, qui ne prendrait pas en compte ces deux éléments, sans doute, serait des échecs. Toute solution qui n'essaierait que de rétablir des mécanismes sans réintroduire la finalité du bien public ne pourrait être que des échecs. Merci. Axel Kahn, merci pour cette mise en perspective, non seulement, je dirais, historique, mais sur le fond. Alors nous avons la chance d'avoir à cette tribune l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, puisque déjà nous avons deux présidents, hein, c'est pas mal,
Il me semble important de souligner qu'à la Bon-Martin, vous êtes non seulement physicien nucléaire, il me semble aussi, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a participé à la médecine de terrain, notamment avec les grands brûlés. Donc, en termes d'humanité, on sait ce que ça veut dire. Nous avons un philosophe, Jean-Noël Dumont, et puis nous avons un homme d'entreprise, polytechnicien, mais nul n'est parfait, Mathieu Bonnet, merci. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse justement croiser vos différents regards. Première question, je dirais à tous les trois, je vais demander quelque chose d'extrêmement difficile, une obligation de réserve pendant quelques minutes, Axel Kahn, puisque je vais vous interroger, les autres, sur partagez-vous ce pessimisme sur moi, ce que j'appellerais un progrès apparemment en panne, parce que le côté systémique des différents petits P de progrès serait actuellement enquisté. La réponse ou la vision d'un philosophe. Normalement, il doit être... On voudrait répondre longuement à un propos aussi riche, mais je vais m'obliger à me limiter à la réponse à votre question. Merci. Je ne partage pas ce pessimisme, car j'aimerais dire comme un paradoxe que la crise est un des bienfaits du progrès. En effet, le sentiment de la crise, comme le mot crise l'indique, crise ça veut dire jugement. Donc le sentiment de la crise vient de ce que nous avons conscience de décisions à prendre. Nous avons conscience de situations critiques. La conscience des situations critiques augmente avec la connaissance. L'erreur de l'optimisme, c'est de s'imaginer qu'avec la connaissance, on deviendra plus heureux. Avec la connaissance, on devient plus heureux et plus inquiet. Et l'erreur du pessimisme, c'est de dire « nous sommes inquiets, rien ne va plus ». Moi, ça ne m'étonne pas que les enfants soient plus pessimistes que les parents, car cela tient à la grande chance que nous donne le progrès, qui est le regard lointain, la capacité de l'anticipation. Nous sommes dans la première humanité qui peut anticiper sa propre ruine. C'est magnifique. Car cette humanité qui peut anticiper sa propre ruine prend par là même conscience d'une communauté de destin. C'est magnifique. Et la conscience de cette communauté de destin va bien conduire à prendre des responsabilités communes, ce qui d'ailleurs est en chemin. Donc je crois que le progrès est un couteau à deux lames. Et à mesure que la connaissance avance, à mesure que la puissance avance, avance l'inquiétude. Je terminerai en citant Kant qui dit que le progrès est une lame, une vague qui ne cesse de monter. Et plus la vague monte, plus on voit loin, et plus on voit loin, plus on est inquiet. Merci. Vous me rappeliez d'ailleurs que Condorcet a eu cette définition du progrès la veille de se faire couper la tête. Voilà. Lorsque Condorcet a écrit son grand livre, parce que je voudrais bien engager une discussion avec Axel Kahn, mais on viendra. Je ne crois même pas que, vous voyez, que le pessimisme soit récent, parce que, par exemple, Rousseau est un penseur de la décadence. Et donc, en même temps qu'il y a les penseurs du progrès, il y a la pensée de la décadence. Parce que dès qu'on a des chaussures, on a mal aux pieds. Et c'est très intéressant de voir que Condorcet a écrit ce superbe texte sur le progrès, alors qu'il était pourchassé, pendant la Révolution, par les gens avec lesquels il pensait construire ce progrès et qui allaient lui couper la tête. Mathieu Bonnet, est-ce que vous êtes à la tête d'une entreprise à la fois ancienne et qui se développe sur de nouvelles technologies? Est-ce que par définition entreprendre, c'est pas un pari, une forme d'optimisme? Alors c'est sans doute un pari, une forme d'optimisme, mais dans ce débat déjà, je suis très tétanisé par tout ce que j'entends. Il n'y a qu'à voir votre bras, alors on peut excuser Mathieu Bonnet, il s'est fait extrêmement mal. Parce que diable, que vient faire l'entreprise dedans? C'est la première réflexion que j'ai. Et en tant que dirigeant, si je suis trop pessimiste, je vais avoir des difficultés à mobiliser nos troupes, dirais-je, nos salariés pour conduire notre projet. Alors, un petit mot sur l'entreprise, après sur la mienne. Je crois que
toute entreprise, toute organisation, si elle n'a pas un but, une utilité donnée, et quelque part tend, par sa contribution à un certain progrès, petit p, en utilisant le petit p des technologies pour ce qui nous concerne, sa raison d'être n'est plus et elle finit par disparaître. Alors peut-être darwinisme ou autre, mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Et pour ce qui nous concerne, et là je pense, mais on en reparlera, l'électricité, puisque c'est ça dont il s'agit pour nous, puisque nous produisons de l'électricité à partir de ressources renouvelables, hein, à partir de barrages, les barrages du Nord, du Rhône, mais également avec des éoliennes, du photovoltaïque, qui sont de nouvelles technologies très anciennes. Hein, les satellites utilisent ça depuis très longtemps, mais on commence à utiliser ces technologies pour nous, pour produire de l'électricité à des prix qui, certes chers aujourd'hui, mais qui baissent. L'électricité est un très bon exemple de crise. Et on a cité des grands économistes, il y en a, et Keynes notamment, et à l'époque de Keynes, il ne faut pas oublier un très très grand, le Steve Jobs de l'époque américain, qui s'appelait Samuel Insull, qui a créé tout le système américain électrique, et qui a été le premier à créer en parallèle la holding. Et en fait, ce qui est très marrant de voir, c'est que l'électricité s'est développée en même temps que la financiarisation à l'époque, en créant cette holding. Il est arrivé évidemment à ce qui devait arriver, ce qu'a dit Axel Kahn, on a eu un monopole, et ce monopole s'est effondré avec la crise de 29. Alors là, drame, catastrophe, petits actionnaires. Et ça a donné lieu aux grandes régulations américaines avec Roosevelt, qui d'ailleurs, lors de sa campagne électorale, un de ses slogans c'était « to get the insoles », c'est-à-dire il fallait mettre les insoles au pilori. Donc, finalement, on n'est pas très loin d'une situation assez semblable aujourd'hui. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que je rebondirai sur le propos de Jean-Noël Dumont. Voilà, parce que je crois effectivement que de la crise, de certaines crises naissent au moins des progrès ou des évolutions et une régulation. Ce qui est très important aujourd'hui pour nous dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, notamment pour revenir dans l'électricité chez nous. On pourrait aller beaucoup plus loin dans l'utilisation du renouvelable, encore faut-il que la régulation nous le permette. Certes, il y a des questions de coût, mais il n'y a pas que ça. Et à titre d'exemple, la philosophie enfin, je vais parler de philosophie au milieu de ces éminences représentants. Ces principes qui nous animent, en tout cas chez nous, c'est dire quoi? C'est très simple. On utilise une source d'énergie locale, que ce soit l'eau, que ce soit le vent, que ce soit le soleil. On la transforme en un produit industriel qui a une valeur. Et tout pour nous consiste à renvoyer une partie de cette richesse dans les territoires qui nous ont permis de créer cette richesse. C'est le parallèle avec le pétrole qu'on va chercher dans des pays lointains, hein, qui bénéficient d'un retour. C'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Je suis persuadé qu'on va aller plus loin, qu'on va y arriver, et que de belles perspectives s'offrent à nous, également avec de nouveaux usages de l'électricité. Je retiens, merci Mathieu, je retiens que derrière cette innovation technologique, il y a un projet d'entreprise, mais qui repose sur des valeurs. Donc on voit bien que là, vous faites avancer, vous tentez de faire avancer plusieurs curseurs. On retrouve ce côté un peu systémique du progrès, définissait Axel Kahn. Alain Martin, partagez-vous aussi ou pas ce pessimisme? Jean-Noël Dumont nous dit non. Vous-même? Bien, moi je pense qu'il est bon effectivement comme cela vient d'être dit, de rappeler quelle a été notre histoire en matière de développement et surtout en matière de progrès. Et il est effectivement intéressant de relier la notion de progrès à celle finalement d'une ascension. Et lorsqu'on arrive au sommet, on redévale, c'est la crise. Et lorsque l'on fait une course, où on va faire plusieurs ascensions, eh bien on va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre. Alors ce qui est important, je pense que reposer effectivement les principes tels que cela a été fait sur un plan de l'histoire est indispensable. Mais je crois qu'il faut regarder dans le rétroviseur. Pour ma part, je ne le fais qu'en voiture.
Et je crois qu'il faut aller vers la notion de rebond. Parce que lorsque l'on est descendu au fond du trou, eh bien, on va pouvoir peut-être rebondir. Mais de quelle façon et de quelle manière? C'est-à-dire qu'il faut d'abord se poser la question de savoir si l'on a bien raison ou si l'on s'est trompé sur le sens de la marche de notre société. Je rappelle que c'est après les 30 Glorieuses que l'on a installé notre société dans un matérialisme combinant confort, plaisir de consommation et ce qui a été rappelé par Axel. Et le progrès technologique, parce que c'est là où il faut rejoindre un des petits P du progrès, ce progrès technologique a toujours été en s'intensifiant au service d'une société de consommation. Société de consommation qui a toujours paru être porteuse d'un mieux-être quotidien, mais qui a finalement, au niveau de l'homme, de l'être humain, éloigné ce dernier de son bien-être en rompant avec les autres, c'est-à-dire c'est la rupture du lien social. Et c'est ce que Axel Kahn a bien dit, effectivement, en rappelant l'évolution et dans la notion de l'apparition du libéralisme, le côté moral. Et le côté moral, c'est finalement un côté qui, dans le néolibéralisme qui est le nôtre actuellement, a plutôt un aspect narcissique, égocentrique, tourné sur soi-même, plutôt que d'avoir l'œil ouvert ou le regard ouvert sur la société. Et les notions maintenant de ce que l'on appelle le savoir-être se confondent avec la notion de bien-être. Et on se trouve confronté, effectivement, à une partie de société qui devient de plus en plus mineure, infime, qui est repliée sur elle-même, qui campe dans son précaré, qui ne veut pas partager, alors que autour de nous se trouve de plus en plus, et nous le voyons au quotidien chez nos étudiants, de plus en plus de solidarité, de plus en plus d'humanité, parce que c'est cela qui fait le lien social à l'intérieur de notre société. Alors, pardonnez-moi, mais justement, je terminerai juste d'un mot. La notion de crise, elle n'est pas seulement liée au progrès. Elle est peut-être aussi liée à un environnement défavorable, à un environnement social inacceptable. Et toutes les évolutions, j'allais dire, toutes les révolutions que nous venons de vivre autour de la Méditerranée en témoignent. Alors, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire sur la solidarité. Je pense aux indignés, entre guillemets, de tout pays. Et à cette notion dont vous avez tous entendu parler, alors est-elle utopique? Est-elle finalement porteuse d'espoir? Passer d'un PIB à un indicateur de bien-être, est-ce que ça voudrait dire, pour vous tous, et bien sûr tous les quatre, est-ce qu'on veut dire que nous serions capables, par ça, de sortir de cette impasse? Imaginez que l'on entende qu'effectivement, tout n'est pas le matérialisme, tout n'est pas que consommation, mais qu'on évalue le progrès, effectivement, à cette notion de bien-être par rapport au PIB. Je crois qu'un seul pays a actuellement accepté de l'envisager. Est-ce qu'à ce moment-là, nous remettrions le char du progrès sur sa voie? Axel Kahn? Vous m'avez compris, j'imagine. Je ne suis pas ni pessimiste ni optimiste. En général, quand on me demande si je suis pessimiste ou optimiste, je réponds que ni l'un ni l'autre, parce que, en effet, l'optimisme consiste à dire, vu que le meilleur est certain, eh ben, il ne faut pas y veiller.
Et si je suis sûr que le pire est certain, il ne faut pas se fatiguer. Je vais rentrer voir ma copine, on va se lutiner l'un l'autre, on va se faire une bonne bouffe et puis on ne va pas se fatiguer pour autre chose. C'est clair. Rien n'est aussi démobilisateur que l'optimisme ou le pessimisme. Je suis mobilisé. Et quand vous me regardez comme ça, vous êtes persuadé, je ne suis pas sciorant, je ne suis pas pessimiste. C'est clair. Je suis totalement, au contraire, un combattant. Mais je suis mobilisé. Je ne suis pas simplement indigné. Je me méfie beaucoup de la posture de l'indignation. Et à s'indigner de tout, on finit par ne plus s'indigner de rien en particulier et n'être plus véritablement en état d'agir sur quoi que ce soit. Donc l'indignation est sans doute un sentiment naturel qui se trouve en amont de la détermination d'une action, je suis certain. Mais je me méfie un peu de la complaisance actuelle à placer la vertu de l'indignation au firmament des formes d'engagement. Je trouve cela un peu suspect. Mais j'adore Stéphane Hessel, avec lequel j'étais récemment, donc je ne parle pas contre lui, le bravo. Pour finir de répondre à votre question, ma solution, car je suis mobilisé, mais je suis mobilisé pour faire quoi? Ma solution est claire, c'est de remettre un pilote dans l'avion. Je pense que le système actuel économique, où la justification de la création de richesses et de disposer des moyens de créer des richesses, de telle sorte que l'on crée des potentialités pour créer des richesses, est totalement absurde. Ça n'a pas de sens. Personne ne peut vraiment l'accepter. De la même manière que la naïveté du progrès était liée à un progrès sans finalité. Maintenant, si on dit la science et la technique, les richesses qu'elles développent, peuvent être des moyens formidables pour bâtir la société que je veux, et il faut par conséquent avoir un projet, que ce projet soit humaniste. Il faut rétablir un régulateur, que ce régulateur soit le garant de ce qu'est l'intérêt collectif. Alors là, on peut rétablir les conditions de l'optimisme. Et alors, question de suite. Pour un philosophe, Jean-Noël Dumont, cette idée de régulateur, qu'est-ce que cela peut bien recouvrir? Mon libre arbitre? Alors je dirais d'abord que, pour répondre à un des propos d'Axel Kahn, que je partage son sentiment par rapport au mot d'indignation, parce que je m'étonne de voir des gens qui s'indignent et avec lesquels tout le monde est d'accord. Mais la question qui est posée, c'est de savoir si on peut ajouter du jugement moral à un mécanisme. Des penseurs très profonds, comme Heidegger, comme Jacques Ellul, ont dit qu'on ne pouvait pas ajouter du jugement moral au mécanisme. Et que les développements technologiques fonctionnaient de manière autonome, selon une logique qui est la leur, et qui va régulièrement vers une maximalisation de la puissance. Alors, la question devant laquelle nous sommes, et qui est vraiment celle d'une crise, c'est que s'il ne suffit pas de tenir un discours moral, s'il ne suffit pas d'ajouter une instance morale, c'est bien de la situation même que doit naître la possibilité d'un rebond, pour reprendre le mot de M. Beaumartin, que j'ai trouvé très juste. Et sans ajouter par là même vous voyez, des conseils, une autorité morale. Vous évoquiez la modification de l'indice du PIB ou pas. Prendre en considération un autre indice, c'est prendre en considération une certaine positivité de la frugalité, par exemple. Slow life. Mais la frugalité est-elle essentiellement plus morale que la consommation? Je n'en suis pas sûr. On a une idée assez moralisatrice qui dit celui qui consomme, il est dégueulasse, celui qui est frugal, c'est un saint. C'est vrai d'autres saintetés, mais pas de celle-ci. Et je crois que s'il y a une frugalité qui advient, elle sera un facteur de progrès. Elle sera un facteur de progrès parce qu'elle va nous obliger, et elle nous oblige actuellement déjà, à inventer des solutions,
inventer une autre manière de vivre ensemble, pour reprendre le titre de notre rencontre, à inventer d'autres formes de solidarité. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que l'esprit est en mesure de relever le défi de sa propre puissance, qui semble parti comme ça, mais celui qui est pessimiste participe tout autant au progrès que celui qui est pessimiste, puisque c'est l'effet bison futé. C'est-à-dire ? Nous sommes passés d'une société du progrès à une société du risque, et je qualifierais volontiers cette société du risque comme caractérisée par l'effet bison futé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a prévu qu'une route sera engorgée, on s'aperçoit qu'elle l'est un peu moins. Merci. Avant d'ouvrir l'échange avec la salle, j'aimerais vous interroger tous les quatre sur une autre forme de progrès ou une manière d'imaginer les choses autrement. Que ce soit une entreprise, que ce soit des universités avec l'autonomie, les notions de réseau, de cercle, de partenariat, qui me semblent très fortes actuellement, ne serait-elle pas un indice, je dirais, alors je ne vais plus dire d'optimisme, est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer là quelque chose qui montre que le progrès passe aussi par d'autres formes d'organisation du travail, de coopération? Je pense qu'en tant que président d'université, vous devez avoir une vision là-dessus. Oui, mais je n'ai pas encore de réponse. L'opinion sur ce point, c'est que effectivement, la réflexion que l'on peut mener doit porter sur les finalités de l'innovation technologique, de l'innovation scientifique de demain. Je n'ai pas de réponse. Mais par contre, je note et je pressens que c'est par la co-construction, la mise en réseau de nouvelles méthodes d'innovation qui passeraient par des acteurs de différents horizons, du chercheur, de l'industrie, en passant par le philosophe, en passant par le sociologue, des acteurs aussi du monde associatif, bien évidemment. Eh bien, je pense que c'est dans le cadre de cette participation co-construite, solidaire, d'échange et surtout de participation que on pourrait effectivement envisager qu'il pourrait y avoir des cercles où on aurait une diffusion de participation, de la participation des différents acteurs, parce qu'à l'heure actuelle, vivre dans un monde fermé, que l'on soit dans le domaine des sciences dures, comme l'on dit, ou dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est la même chose. Et ne pas pouvoir échanger, ne pas pouvoir s'apporter l'un l'autre une sensation qui deviendrait concrète de progrès, d'échange et qui conduirait à une innovation pertinente. À l'heure actuelle, l'innovation repose peut-être sur des résultats de travaux scientifiques, clairement. Mais quand l'on regarde le nombre de publications scientifiques et que l'on rapporte le pourcentage ou le pourmillage qui conduisent à de l'innovation concrète et à de la mise en production après transfert de technologie, eh bien, on se rend compte qu'il faut énormément de recherche pour peu de modifications sur le plan de la production. Et ça, c'est un vrai problème parce que, effectivement, cela veut dire que dans ce monde où nous vivons à 200, 300 à l'heure, il faut du temps long. Il faut du temps long et il faut retrouver cette notion parce qu'on nous demande d'être productif immédiatement sans nous laisser le temps de pouvoir concevoir, réfléchir et innover et aller vers le progrès. Et ce temps long participe au mieux-être. Voilà. Mathieu Bonnet, ce temps, il ne vous est pas vraiment donné en tant qu'entreprise?
il n'est pas donné, on peut malheureusement pas toujours le prendre. Je rebondirai sur le réseau, je partage la vision du président sur la nécessité de travailler en cercle. C'est d'ailleurs, on s'en aperçoit, une des grandes sources d'innovation aujourd'hui en termes de produits. Tout le monde pense au smartphone, finalement il y a assez peu de nouveautés là-dedans. En revanche, je pense par exemple à celui d'un seul fabricant de pommes. Il n'empêche que voilà, c'est pas technique, c'est pas tant technique que d'usage avec de nouveaux participants. C'est ce qu'on essaye aussi de développer chez nous, et notamment avec l'usage, pour prendre un exemple concret, sur l'électricité, on l'utilise, vous le savez pourquoi, pour la lumière notamment. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand l'électricité est apparue, la facturation, elle était au nombre de lampes qu'il y avait dans les maisons. Et puis on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien parce qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec l'électricité. Donc c'est celui qui a inventé le compteur qui a raflé la mise. C'est M. Westinghouse. Donc j'ai vu une revue avec une centrale nucléaire. C'est le père sa société a travaillé là-dedans. Voilà. Donc c'est un point. Ces innovations sont un point très important de travailler sur les usages aussi. Et encore une fois, nous on travaille sur des technologies hydrauliques qui ont 100 ans. Pour autant, avec des nouveaux marchés, on peut utiliser le produit final sur des modes qui n'existaient pas. Je pense aux véhicules électriques sur lesquels on va aller, sur le déplacement du pétrole, sur beaucoup d'autres. Et ça, ce ne sera pas qu'avec des ingénieurs, ça se fera aussi avec d'autres sciences et d'autres disciplines telles que la philosophie. Oui, je vous en prie. Simplement, deux points. D'abord, je voudrais répondre à M. Dumont sur deux aspects. Sur un aspect principal. Heidegger était profondément pessimiste. Heidegger était totalement persuadé que le développement technologique aboutissait effectivement à un monstre technologique qui allait nous maîtriser. Nous perdons la maîtrise de ce que nous avons acquis la maîtrise, qui est vraiment le concept heideggerien par excellence, et sa vision était profondément anti-humaniste, pessimiste de ce point de vue-là. Je critique cette vision parce qu'elle mène, pour le coup, à un pessimisme absolu. Je veux dire, elle mène à une notion d'indépendance du processus sur lequel notre humanité ne pourrait strictement rien. Elle revient à assimiler la succession, la multiplicité des processus à un processus vie et univers sur lequel aucune intervention ne serait possible. Si jamais nous nous laissons aller à cette vision, seul le pessimisme, en effet, est de rigueur. C'est un peu, d'ailleurs, celui qui habite beaucoup de nos jeunes qui ne votent plus. Pourquoi ils ne votent plus? Pourquoi ils ne s'engagent plus? C'est qu'ils sont profondément persuadés que les choses sont comme cela. Il y a un processus monde qui dépend de forces sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir, aucune possibilité. Ce sont les lois du marché, parfois les lois de la génétique, que sais-je encore. Je suis persuadé qu'il n'en est rien. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'avenir n'est pas écrit », voulant indiquer qu'il nous revient, si nous le voulons, de l'écrire. Il n'en est rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction entre reconnaître l'évidence, c'est-à-dire qu'on n'investit pas de finalité morale dans une mécanique en soi, et d'affirmer que le processus univers de la vie de la société qui se construit n'est pas assimilable à une mécanique unique, et qu'à l'interface, aux intermèdes entre ces multiples mécanismes de cette société, gérer la complexité, en effet, nous pouvons, si nous le voulons, intervenir. Comme président d'université et comme parrain de presque toutes les grandes écoles de France et de Navarre, j'avais un mot d'ordre. Maintenant, je l'ai trop utilisé, j'hésite. Je finis en général en disant aux jeunes qu'ils sont remarquablement bien armés, et je leur dis, vous savez, en règle générale, l'hédonisme qui fait que vous considérez que votre pouvoir s'arrête aux limites de votre nombril, et c'est la raison pour laquelle vous vous concentrez dessus. Ne croyez pas cela, ne croyez pas cela. Osez vouloir,
Et si vous osez vouloir, peut-être alors, et simplement à cette condition, vous pourrez. Pour l'autre élément sur les réseaux, Rousseau était particulier. Rousseau, lui, il était ni pessimiste ni optimiste. Il disait, hein, c'est bien cela, que chaque fois qu'il y avait un progrès, il y avait effectivement une contrepartie négative qui était grossièrement à peu près équivalente au progrès, et que par conséquent, tout était à somme nulle. Peut-être était-ce de ce point de vue-là un réaliste. Mais en tout cas, je suis rousseauiste pour répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il y a une très profonde modification de l'organisation du travail. C'est vrai. Mais quand vous discutez avec les psychiatres, quand vous discutez avec les médecins du travail, ils vous décrivent un nouveau type de souffrance au travail qui est considérable. Parce que derrière ce qui est enthousiasmant, ce qui est mobilisateur, on va confier à une personne donnée la totalité de la tâche de A jusqu'à Z, et elle sera jugée en fonction de son aptitude à l'avoir menée. Et on va dire, c'est beaucoup plus pluridisciplinaire, au moins il peut se tester, il s'engage. Tout ça, c'est vrai. Mais les gens, quand vous les interrogez, quand vous discutez, ils parlent de leur très profond isolement. Ils ont l'impression d'être totalement seuls avec des gens qui poursuivent également leurs propres projets sans que les interactions continuent. Et cette souffrance individuelle, également, elle s'exprime. Et elle est à l'origine, d'ailleurs, d'un problème psychologique au travail qui est une des caractéristiques aujourd'hui que connaissent très bien les gens du métier. Donc vous voyez, je suis rousseauiste quant à cette évolution, mais si on le veut, on peut effectivement, naturellement, de cette extraordinaire possibilité qu'il y a de mettre les gens en connexion, comme on le fait avec l'université, on peut naturellement tirer des profits considérables. Mais là encore, je le dis, ce n'est pas le mécanisme sur lequel on ne peut rien, qui dessine l'avenir, c'est ce que l'on veut faire du mécanisme. Et si on n'ose pas vouloir faire quelque chose du mécanisme, alors en effet, nous serons remplacés par le mécanisme. Oui, Martin, oui. Oui, mon cher Axel, je voudrais dire qu'il n'y a pas de changement sans volonté. Il n'y a pas de progrès sans volonté. Et avant d'oser vouloir, il faut absolument vouloir oser. Alors, nous allons donc rebondir sur ces questions de volonté. La parole vous est donnée essentiellement sous forme de questions, d'interrogations à nos intervenants qui représentent effectivement des univers distincts, mais qui sont prêts à coopérer. Nous sommes deux pour vous apporter la parole. Qui souhaite interroger les... Oui, je monte à vous. En vous demandant de vous présenter, parce que souvent des éléments de présentation permettent de comprendre votre point de vue. Bonjour, donc Sébastien Buffier, consultant en management de l'innovation. J'ai une question pour vous, Monsieur Kahn. Comment, alors vous vous dites pessimiste ou passionné ou engagé, l'intérêt, en tout cas, de la force de vos propos, c'est de dynamiser cette conversation aujourd'hui. Ma question, c'est comment vous expliquez, et est-ce que vous croyez qu'un régulateur potentiel pourrait être le suivant? Aujourd'hui, les entreprises, enfin, dans le passé, et encore aujourd'hui, on a le business model des entreprises qui sont les good to great. Les good to great, le business model. À ce changement vers les entreprises qui sont plus dites les firms of endearment. Excusez-moi, je ne connais pas la traduction des firms of endearment, mais en gros, ça veut dire que c'est des entreprises qui focalisent plus sur qui ont une vision plus holistique et qui focalisent sur le besoin de l'ensemble, qui est des arguments principaux de M. Kahn, qui effectivement, une action prise par l'entreprise ne peut être au détriment d'un des acteurs. Voilà, donc la question c'est, est-ce que ce changement de vision des good to great vers les firms of endearment déjà est un régulateur pour vous? Et est-ce que ça peut être une ouverture assez positive pour l'avenir et donc mettre en perspective un peu ce pessimisme que vous avez? Oui, mais je dirais que cela ne suffit pas. Est-ce que je disais tout à l'heure, du fait d'une société qui se compose de toute une série de processus sur lesquels on ne peut pas agir, mais il y a heureusement une possibilité d'interaction à l'interface, à la transition entre ces différents processus, vaut également pour le jeu des entreprises dans la société monde, on va dire. Il y a deux sens que l'on peut donner à cette société holistique.
La première, c'est simplement du réalisme économique. Tous les économistes et tous les chefs d'entreprise, dans toutes les écoles de management, on vous indique, et vous l'avez dit également tout à l'heure, il faut que l'on pense global, il faut que l'on soit global, parce que le marché, de toute façon, il est global, parce que les idées, elles sont globales, parce que les flux financiers sont globaux. Ça, c'est une dimension qui est totalement économique. Penser global pour une société ne suffit pas à faire en sorte que la prospérité à laquelle contribue cette société soit certainement mobilisée au profit du plus grand nombre et procède d'un dessein pour la société elle-même. La grosse difficulté, mais je ne l'ai pas dit car c'est trop vulgaire tellement c'est connu, la grosse difficulté du système actuel, d'où le régulateur public a petit à petit été évincé, c'est ne serait-ce que pour penser l'exigence écologiste, pour penser cette injonction de Hans Jonas, fait en sorte de léguer à l'humanité une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. Comment voulez-vous qu'un mécanisme de marché puisse y prétendre? Comment voulez-vous? C'est totalement impossible. Si vous voulez que cette injonction qui a sa force soit un des éléments, il faut bien qu'il y ait un lieu où se dit l'intérêt public, qui essaye d'une part, dans la société libérale, de permettre à une société globale de développer son business de manière globale. Se poseront des problèmes éthiques d'organisation interne du travail. Mais il n'y a pas de doute que le but d'une société est de connaître le succès. Et si cette société connaît le succès, elle va créer de la valeur, engendrer des richesses. Et puis, à l'interface de tout ce jeu économique, un mécanisme qui veut qu'une partie de ces richesses et de cette prospérité soit utilisée afin de rendre plus atteignable, plus probable la poursuite d'un objectif explicite. Et je ne dirais pas que cet objectif explicite, il est moral ou pas, mais comment voulez-vous qu'il soit acceptable s'il n'est pas humaniste? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, effectivement, de toute façon, sur ce point, je me disjoins certainement du pessimisme à Heideggerien. Il faut se présenter. Bon, je suis simplement une citoyenne au chômage. Et tout. Vous êtes un homme qui vous êtes engagé politiquement. Ne pensez-vous pas que tout scientifique, toute personne qui amène par la technique un changement dans notre société a le devoir absolu de porter un droit de regard sur ce qu'il a inventé en s'engageant politiquement? Merci. Moi, je voudrais bien que mes collègues répondent avant. Je vous dirai ce que j'en pense, mais chacun a son avis sur le sujet. Monsieur Dumont. Interpellation claire et franche, démocratique, vous êtes désigné. Si on demandait, on peut revenir au cas de Fritz et Clara, si on demandait à un scientifique d'évaluer les conséquences de son invention, cela supposerait qu'il soit en mesure de faire face à des conséquences incalculables. Nous avons dit ce soir que, finalement, ce qui modifie le paradigme du progrès, c'est l'idée de complexité. Le grand texte fondateur de Descartes, « L'homme deviendra comme maître et possesseur de la nature », mettait un homme rationnel, clair avec lui-même, dans un décor minéral où ne régnaient que des causalités linéaires et simples. Un homme rationnel où ne règnent que des causalités linéaires et simples, il peut faire des prévisions assurées. Notre situation, c'est celle de la complexité, c'est-à-dire qu'on découvre que le progrès n'est pas un phénomène fléché et orienté vers un seul point, mais qu'il est buissonnant. Et ce côté buissonnant fait que nous sommes en présence des conséquences incalculables. Le risque, cela suppose la précaution, les conséquences incalculables, cela suppose la prévention. Devant les conséquences incalculables, nous sommes donc forcément une société inquiète. Cette société inquiète, elle sera obligée d'être solidaire, comme on l'a dit. Alors après, la question que soulève M. Kahn, c'est de savoir qui sera ce régulateur. Mais en tout cas, je crois que le savant lui-même
n'est pas mieux placé que le pâtissier ou le coureur cycliste pour dire la conséquence de son action. Ah, Alain Beaumartin, par rapport à ça. Oui, Êtes-vous mieux placé que le pâtissier ou le coureur cycliste? Non, je ne suis ni mieux placé, ni en avant, ni en arrière. Je voudrais répondre de façon très pragmatique à la question qui a été posée, qui était une question claire, nette, précise. Donc je vais y répondre de façon claire, nette et précise. Lorsque l'on conçoit, lorsque l'on invente, si l'on évalue soi-même ce que l'on a conçu ou ce que l'on a inventé, on est juge et partie, donc on est subjectif, on n'est pas objectif. Donc on ne peut pas participer soi-même au droit de regard de ce que l'on a conçu. D'autres peuvent le faire à notre place et il était impératif que d'autres le fassent. Mais soi-même, la réponse est clairement non. Est-ce un désengagement alors du scientifique, de la citoyenneté? Ah non, absolument pas. Non, c'est pas du tout. Non, alors vous avez mal interprété mon propos. Mon propos est, pour que l'évaluation soit pertinente, le droit de regard que vous avez explicité, pour qu'il soit pertinent, il faut qu'il soit objectif. Et il doit absolument, effectivement, y avoir un droit de regard. Il doit y avoir, effectivement, cette évaluation. Parce que, est-ce que cette innovation conduit réellement vers une amélioration, vers un mieux-être? Cela, pour pouvoir le dire, ça n'est pas à l'inventeur lui-même de le dire, il faut le dire, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise. Est-ce que c'est pas une vieille utopie, Execat, cette question de conseil des sages qui serait derrière? Oui, je vous en prie. Oui, je partage l'avis de mes collègues sur la dernière question, mais je voudrais revenir sur le régulateur, parce que c'est un point fondamental forcément pour les entreprises. Je crois que, effectivement, il en existe toujours un. Il en existe toujours un. Est-il bon ou pas? C'est la question pratique pour nous qui se pose. Et il est fondamental pour le développement des innovations. En fonction du régulateur, on peut avoir une innovation donnée à un instant T ou on peut ne pas l'avoir. J'en veux pour preuve qu'on sait très bien que certaines régulations briment par leur organisation, par les conséquences qu'elles entraînent sur un schéma organisationnel, des innovations, ou vont en tout cas les empêcher de se développer à une certaine maturité. Et donc, dans tous les domaines, et c'est vrai aussi dans le domaine industriel, dans l'électricité notamment, ou pour revenir sur l'exemple de l'Europe, on a un changement de paradigme. Est-il bon ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il a permis un certain nombre d'évolutions qui étaient impossibles dans le cadre précédent de la régulation. Voilà, avec des développements technologiques derrière. Et ça, je crois que c'est fondamental, et c'est aussi fondamental en finance. On a beaucoup parlé lors de la crise en 2007-2008, il y a même eu ça, j'étais assez frappé, en plus je l'ai suivi ce cours, comme quoi les mathématiques stochastiques avaient tort. Sur les équations de Black and Scholes, elles sont ce qu'elles sont. Il y a des hypothèses données. Si les hypothèses ne sont pas respectées, elles ne sont pas respectées. Point. Ça, c'est un sujet de régulation. C'est pas un sujet d'équation. Merci. Autre question? Oui. Non, je ne voulais pas que je réponde. Je vous en prie, tout à fait. Mais c'est que j'ai aussi la salle. Je vous en prie. Je n'ai pas brimé, non, je ne sais pas. Madame m'a interpellé, il faudrait lui répondre. Vous avez raison et vous avez tort, madame. Vous avez raison parce que l'institution scientifique dans son ensemble ne peut pas se désintéresser, bien évidemment, de contribuer à apporter l'information nécessaire au débat public. Quand le débat public porte sur, non pas la poursuite de la vérité, non pas sur le chemin de la science elle-même, mais porte sur l'application des conséquences technologiques de la science à l'homme ou à ce qui a de l'importance pour lui. Et je suis tout à fait d'accord avec M. Dumont sur un point. S'il s'agit pour le scientifique de savoir si telle ou telle technique, dans telle ou telle condition, est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose, il n'a
nulle préséance sur le reste de la société. Donc le scientifique, il agit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on lui demande, on le paye pour ça d'ailleurs, d'être un bon scientifique, d'être créatif, d'être original. Je disais des entreprises, qu'on demandait d'abord à une entreprise d'être une entreprise qui connaît le succès. Une entreprise dont le but serait de faire la charité. Elle ferait faillite, et de toute façon, elle cesserait de faire la charité, et en plus, elle ne paierait plus ses ouvriers. Donc, le but d'une entreprise, c'est au départ d'être une entreprise qui connaît le succès. C'est clair, mais ça ne résout pas le problème. Le but d'un scientifique, c'est d'être un bon scientifique. Le deuxième, c'est que le scientifique, il est bien placé pour percevoir des conséquences sociales de certaines de ses découvertes. Il est un peu comme ce marin qui est monté dans la dunette du navire et qui, pour la première fois, est le premier de tous les marins, voit les récifs et qui crie « Attention, barre à gauche, récif !» Qui voulez-vous le fasse si ce n'est le scientifique? Le scientifique est évidemment un lanceur d'alerte. Et troisièmement, le scientifique, l'institution scientifique. Elle doit participer au débat citoyen, apporter l'information pour que les citoyens se saisissent de ces problèmes, comprennent la nature du problème, et puis le scientifique est un citoyen comme les autres, et il va dire quelles sont ses préférences dans toute cette affaire. Un mot à propos des équations, des mathématiques stochastiques. Il ne s'agit pas de réguler naturellement les théories mathématiques, bien entendu pas. Mais ce qui est extraordinaire dans le phénomène de la régulation, justement, c'est que quand vous demandez à des grands industriels, j'aimerais que Alain Mérieux fût là, ou d'autres grands industriels de Rhône-Alpes, ces grands industriels, eux, qui ont mobilisé la technique, le savoir, pour créer des biens à partir desquels ils ont développé une vraie prospérité, un empire dans certains cas, vous disent qu'ils ne savent pas faire sans ensemble réglementaire et sans règles du jeu claires. Et ils demandent naturellement que leur activité s'instaure dans un environnement régulateur stable. Ils demandent la stabilité. Mais ils demandent un environnement régulateur. Ceux qui ne demandent pas d'environnement régulateur, ce sont les financiers. C'est tout, c'est un autre débat, tout ce qui dans nos sociétés, qui n'étaient plus capables pour l'essentiel, à un niveau compétitif, de créer des biens primaires, sources de richesse, se sont mis à développer à la place des produits financiers. Et tous ces développeurs de produits financiers ont été les premiers, en réalité, à refuser toutes sortes de régulations, tout régulateur. Et là, effectivement, les mathématiques stochastiques avec leur théorie ne remplacent pas le régulateur public. Nous allons prendre une dernière question, il est 19h30. Un de nos participants doit prendre un train, 2 d'ailleurs. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour, Pierre Arnade. Je fais un métier qui est peu connu, je suis actuaire. Je dirige une société actuaire conseil. Donc je vis dans l'univers stochastique toute la journée. Comme disait, je ne sais pas si c'est vous qui disiez, l'effet bison futé est de plus en plus vrai, naturellement. C'est dû au fait que sur chaque phénomène, sur chaque action, sur tout ce qui se passe, tout le monde anticipe et actualise absolument tout, dans toutes les directions et avec plein de scénarios. C'est un peu le stochastique. Donc aujourd'hui, on parle d'un régulateur, enfin on parle d'un régulateur idéal. Je vis dans un monde qui est plutôt celui de l'assurance, où le régulateur systématiquement pond des choses qui sont des réflexions qui sont plutôt procycliques, hein, c'est-à-dire qui entraînent des effets de procyclicité. On voit aujourd'hui le rôle des agences de notation, on voit la réforme solvabilité 2, etc., qui légifèrent sur des effets de crise extrêmement récents et sans voir le long terme. Voilà. Donc, en fait, engendrant des effets de procyclicité. On sait très bien qu'on est rentré dans une économie de choc. Et donc, est-ce que vous pensez qu'un régulateur peut même exister avec des réflexions sur un très long terme? Une observation simplement, vous illustrez parfaitement ce dont on a parlé les uns et les autres. Vous nous définissez une série de systèmes qui sont des systèmes de régulation sans projet, de régulation sans dessein. Les agences de notation, c'est typiquement des systèmes de, entre guillemets, régulation sans projet. Par ailleurs, ce sont des systèmes de régulation qui sont totalement insérés dans une mécanique et qui ne font que donner un avis, faire un diagnostic sur la manière dont le mécanisme lui-même fonctionne. Ils ne s'interrogent pas d'ailleurs, ils ne prétendent pas s'interroger sur la finalité de ce mécanisme.
sur sa légitimité. Ils disent il fonctionne bien ou il ne fonctionne pas bien. Voilà. C'est en quelque sorte un appareil qui regarde s'il y a des forces de frottement ou pas dans une roue. Elle ne dit pas si la roue va écraser les enfants ou pas. Elle dit la roue, il y a des forces de frottement, il faut mettre de l'huile ou alors ça va très bien. Bien évidemment, notre société ne peut pas fonctionner uniquement comme cela. Elle ne le peut pas. Merci Axel Kahn. Alain Montmartin. Bien, je voulais remercier Axel Kahn, bien entendu. Je voulais aussi remercier Jean-Noël Dumont, Mathieu Bonnet, et vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cet échange qui a été, je le pense, pour vous tous, pour vous toutes, un échange fructueux et constructif, et qu'il vous restera un peu d'optimisme à la suite de cet échange. Je dirais même beaucoup. Merci.